une nuit d'amour d'Émile Zola. Deuxième partie. Toute petite, Thérèse de Marsanne prit Colombelle pour souffre-douleur. Il était son aîné de 6 mois à peine, et Françoise, sa mère, avait achevé de l'élever au biberon pour la nourrir. Plus tard, grandi dans la maison, il y occupa une position vague entre domestique et camarade de jeu de la jeune fille. Thérèse était une enfant terrible. Non qu'elle se montrât garçonnière et bruyante, elle gardait au contraire une singulière gravité qui la faisait considérer comme une demoiselle bien élevée par les visiteurs auxquels elle adressait de belles révérences. Mais elle avait des inventions étranges. Elle éclatait brusquement en cris inarticulés, en trépignements fous lorsqu'elle était seule, ou bien elle se couchait sur le dos au milieu d'une allée de jardin, puis restait là, allongée, refusant obstinément de se lever, malgré les corrections qu'on se décidait à lui administrer parfois. Jamais on ne savait ce qu'elle pensait. Déjà, dans ses grands yeux d'enfant, elle éteignait toute flamme. Et au lieu de ces clairs miroirs où l'on aperçoit si nettement l'âme des fillettes, elle avait 2 trous sombres d'une épaisseur d'encre dans lesquels il était impossible de lire. À 6 ans, elle commença à torturer Colombelle. Il était petit et chétif. Alors elle l'emmenait au fond du jardin, sous les marronniers, à un endroit assombri par les feuilles, et elle lui sautait sur le dos. Elle se faisait porter. C'étaient des chevauchées d'1 heure autour d'un large rond-point. Elle le serrait au cou, lui enfonçait des coups de talon dans les flancs, sans le laisser reprendre haleine. Il était le cheval, elle était la dame. Lorsque, étourdi, il semblait près de tomber, elle lui mordait une oreille au sang, se cramponnait d'une étreinte si furieuse qu'elle lui entrait ses petits ongles dans la chair. Et le galop reprenait. Cette reine cruelle de 6 ans passait entre les arbres, les cheveux au vent, emportée par le gamin qui lui servait de bête. Plus tard, en présence de ses parents, elle le pinçait et lui défendait de crier, sous la continuelle menace de le faire jeter à la rue s'il parlait de leurs amusements. Ils avaient de la sorte une existence secrète, une façon d'être ensemble qui changeait devant le monde. Quand ils étaient seuls, elle le traitait en joujou, avec des envies de le casser, curieuse de savoir ce qu'il y avait dedans. N'était-elle pas marquise? Ne voyait-elle pas les gens à ses pieds? Puisqu'on lui laissait un petit homme pour jouer, elle pouvait bien en disposer à sa fantaisie. Et comme elle s'ennuyait de régner sur Colombelle, loin de tous les yeux, elle s'offrait ensuite le plaisir plus vif de lui allonger un coup de pied ou de lui enfoncer une épingle dans le bras, au milieu d'une nombreuse compagnie, en le magnétisant de ses yeux sombres pour qu'il n'eût même pas un tressaillement. Colombelle supporta cette existence de martyr avec des révoltes muettes qui le laissaient tremblant, les yeux à terre, afin d'échapper à la tentation d'étrangler sa jeune maîtresse. Mais il était lui-même de tempérament sournois. Cela ne lui déplaisait pas d'être battu. Il y goûtait une récréation âpre, s'arrangeait parfois pour se faire piquer, attendait la piqûre avec un frisson furieux et satisfait de sentir le coup d'épingle, et il se perdait alors dans les délices de la rancune. D'ailleurs, il se vengeait déjà, se laissait tomber sur des pierres en entraînant Thérèse, sans craindre de se casser un membre, enchanté quand elle attrapait une bosse. S'il ne criait pas, lorsqu'elle le piquait devant le monde, c'était pour que personne ne se mît entre eux. Il y avait simplement là une affaire qui le regardait, une querelle dont il entendait sortir vainqueur plus tard. Cependant, le marquis s'inquiéta des allures violentes de sa fille. Elle ressemblait, disait-on, à un de ses oncles, qui avait mené une vie terrible d'aventure et qui était mort assassiné dans un mauvais lieu, au fond d'un faubourg. Les Marsanne avaient ainsi dans leur histoire tout un filon tragique. Des membres naissaient avec un mal étrange, de loin en loin, au milieu de la descendance d'une dignité hautaine. Et ce mal était comme un coup de folie, une perversion des sentiments, une écume mauvaise qui semblait pour un temps épurer la famille.
Le marquis, par prudence, crut donc devoir soumettre Thérèse à une éducation énergique, et il la plaça dans un couvent où il espérait que la règle assoupirait sa nature. Elle y resta jusqu'à 18 ans. Quand Thérèse revint, elle était très sage et très grande. Ses parents furent heureux de constater chez elle une piété profonde. À l'église, elle demeurait abîmée, son front entre les mains. Dans la maison, elle mettait un parfum d'innocence et de paix. On lui reprochait un seul défaut. Elle était gourmande. Elle mangeait du matin au soir des bonbons qu'elle suçait, les yeux demi-clos, avec un petit frisson de ses lèvres rouges. Personne n'avait reconnu l'enfant muette et entêtée qui revenait du jardin en lambeaux, sans vouloir dire à quel jeu elle s'était déchirée ainsi. Le marquis et la marquise, cloîtrés depuis 15 ans au fond du grand hôtel vide, crurent devoir rouvrir leur salon. Ils donnèrent quelques dîners à la noblesse du pays, ils firent même danser. Leur dessein était de marier Thérèse. Et malgré sa froideur, elle se montrait complaisante, s'habillait et valsait, mais avec un visage si blanc qu'elle inquiétait les jeunes hommes qui se risquaient à l'aimer. Jamais Thérèse n'avait reparlé du petit Colombel. Le marquis s'était occupé de lui et venait de le placer chez maître Savournin après lui avoir fait donner quelques instructions. Un jour, Françoise, ayant amené son fils, le poussa devant elle en rappelant à la jeune fille son camarade d'autrefois. Colombel était souriante, très propre, sans le moindre embarras. Thérèse le regarda tranquillement, dit qu'elle se souvenait en effet, puis tourna le dos. Mais 8 jours plus tard, Colombel revint, et bientôt il avait repris ses habitudes anciennes. Il entrait chaque soir à l'hôtel, au sortir de son étude, apportait des morceaux de musique, des livres, des albums. On le traitait sans conséquence, on le chargeait des commissions, comme un domestique ou un parent pauvre. Il était une dépendance de la famille. Aussi le laissait-on seul auprès de la jeune fille sans songer à mal. Comme jadis, ils s'enfermaient ensemble dans les grandes pièces. Ils restaient des heures sous les ombrages du jardin. À la vérité, ils n'y jouaient plus les mêmes jeux. Thérèse se promenait lentement avec le petit bruit de sa robe dans les herbes. Colombel, habillé comme les jeunes gens riches de la ville, l'accompagnait en battant la terre d'une canne souple qu'il portait toujours. Pourtant, elle redevenait reine et il redevenait esclave. Certes, elle ne le mordait plus, mais elle avait une façon de marcher près de lui qui peu à peu le rapetissait encore, le changeait en un valet de cour soutenant le manteau d'une souveraine. Elle le torturait par ses humeurs fantasques, s'abandonnait en paroles affectueuses, puis se montrait dure, simplement pour se récréer. Lui, quand elle tournait la tête, coulait sur elle un regard luisant, aigu comme une épée, et toute sa personne de garçon vicieux s'allongeait et guettait, rêvant une traîtrise. Un soir d'été, sous les ombrages lourds des marronniers, il se promenait depuis longtemps, lorsque Thérèse, un instant silencieuse, lui demanda d'un air grave « Dites donc, Colombel, je suis lasse. Si vous me portiez, vous vous souvenez, comme autrefois ?» Il eut un léger rire, puis très sérieux, il répondit « Je veux bien, Thérèse. » Mais elle se remit à marcher en disant simplement « C'est bon, c'était pour savoir. » Ils continuèrent leur promenade. La nuit tombait, l'ombre était noire sous les arbres. Ils causaient d'une dame de la ville qui venait d'épouser un officier. Comme il s'engageait dans une allée plus étroite, le jeune homme voulut s'effacer pour qu'elle passât devant lui. Mais elle le heurta violemment, le força de marcher le premier. Maintenant, tous deux se taisaient. Et brusquement, Thérèse sauta sur l'échine de Colombel avec son ancienne élasticité de gamine féroce. « Allons, va !» dit-elle, la voix changée, étranglée par sa passion d'autrefois. Elle lui avait arraché sa canne, elle lui en battait les cuisses. Cramponnée aux épaules, le serrant à l'étouffer entre ses jambes nerveuses d'écuyère, elle le poussait follement dans l'ombre noire des verdures. Longtemps elle le cravacha, activa sa course. Le galop précipité de Colombel s'étouffait sur l'herbe.
Il n'avait pas prononcé une parole. Il soufflait fortement, se roidissait sur ses jambes de petit homme, avec cette grande fille dont le poids tiède lui écrasait le cou. Mais quand elle lui cria « Assez !» il n'arrêta pas. Il galopa plus vite, comme emporté par son élan. Les mains nouées en arrière, il la tenait au jarret si fortement qu'elle ne pouvait sauter. C'était le cheval maintenant qui s'enrageait et qui enlevait la maîtresse. Tout d'un coup, malgré les cinglements de canne et les égratignures, il fila vers un hangar dans lequel le jardinier serrait ses outils. Là, il la jeta par terre et il la viola sur de la paille. Enfin, son tour était venu d'être le maître. Thérèse pâlit davantage, eut les lèvres plus rouges et les yeux plus noirs. Elle continua sa vie de dévotion. À quelques jours de distance, la scène recommença. Elle sauta sur le dos de Colombelle, voulut le dompter et finit encore par être jetée dans la paille du hangar. Devant le monde, elle restait douce pour lui, gardait une condescendance de grande sœur. Lui était aussi d'une tranquillité souriante. Il demeurait comme à 6 ans des bêtes mauvaises, lâchées, et s'amusant en secret à se mordre. Aujourd'hui seulement, le mal avait la victoire aux heures troubles du désir. Leurs amours furent terribles. Thérèse reçut Colombelle dans sa chambre. Elle lui avait remis une clé de la petite porte du jardin qui ouvrait sur la ruelle des remparts. La nuit, il était obligé de traverser une première pièce dans laquelle couchait justement sa mère. Mais les amants montraient une audace si tranquille que jamais on ne les surprit. Ils osèrent se donner des rendez-vous en plein jour. Colombelle venait avant le dîner, attendue par Thérèse, qui fermait la fenêtre afin d'échapper au regard des voisins. À toute heure, ils avaient le besoin de se voir, non pour se dire les tendresses des amants de 20 ans, mais pour reprendre le combat de leur orgueil. Souvent une querelle les secouait, s'injuriant l'un l'autre à voix basse, d'autant plus tremblants de colère qu'ils ne pouvaient céder à l'envie de crier et de se battre. Justement, un soir avant le dîner, Colombelle était venue. Puis comme il marchait par la chambre, nu-pieds encore et en manches de chemise, il avait eu l'idée de saisir Thérèse, de la soulever ainsi que font les Hercules de foire au début d'une lutte. Thérèse voulut se dégager en disant « Laisse, tu sais que je suis plus forte que toi, je te ferai du mal. » Colombelle eut un petit rire. « Eh bien, fais-moi du mal, » murmura-t-il. Il la secouait toujours pour la battre. Alors elle ferma les bras. Il jouait souvent à ce jeu par un besoin de bataille. Le plus souvent, c'était Colombelle qui tombait à la renverse sur le tapis, suffoquée, les membres mous et abandonnés. Il était trop petit. Elle le ramassait, l'étouffait contre elle d'un geste de géante. Mais ce jour-là, Thérèse glissa sur les genoux, et Colombelle d'un élan brusque la renversa. Lui, debout, triomphait. « Tu vois bien que tu n'es pas la plus forte, » dit-il avec un rire insultant. Elle était devenue livide. Elle se releva lentement, et muette le reprit, agitée d'un tel tremblement de colère que lui-même eut un frisson. Oh, l'étouffer, en finir avec lui, l'avoir là, inerte, à jamais vaincu. Pendant 1 minute, ils luttèrent sans une parole, la laine courte, les membres craquant sous leur étreinte. Et ce n'était plus un jeu. Un souffle froid d'homicide battait sur leur tête. Il se mit à râler. Elle, craignant qu'on ne les entendît, le poussa dans un dernier et terrible effort. La tempe heurta l'angle de la commode. Il s'allongea lourdement par terre. Thérèse un instant respira. Elle ramenait ses cheveux devant la glace. Elle défripait sa jupe en affectant de ne pas s'occuper du vaincu. Il pouvait bien se ramasser tout seul. Puis elle le remua du pied, et comme il ne bougeait toujours pas, elle finit par se pencher avec un petit froid dans les poils follets de sa nuque. Alors elle vit le visage de Colombelle d'une pâleur de cire, les yeux vitreux, la bouche tordue. À la tempe droite, il y avait un trou.
La tempe s'était défoncée contre l'angle de la commode. Colombelle était mort. Elle se releva, glacée. Elle parla tout haut dans le silence. Mort. Le voilà mort à présent. Et tout d'un coup, le sentiment de la réalité l'emplit d'une angoisse affreuse. Sans doute, une seconde, elle avait voulu le tuer, mais c'était bête, cette pensée de colère. On veut toujours tuer les gens quand on se bat. Seulement on ne les tue jamais, parce que les gens morts sont trop gênants. Non, non, elle n'était pas coupable, elle n'avait pas voulu cela. Dans sa chambre, songez donc. Elle continuait de parler à voix haute, lâchant des mots entrecoupés. Oh, eh bien, c'est fini. Il est mort. Il ne s'en ira pas tout seul. À la stupeur froide du premier moment, succédait en elle une fièvre qui lui montait des entrailles à la gorge comme une onde de feu. Elle avait un homme mort dans sa chambre. Jamais elle ne pourrait expliquer comment il était là, les pieds nus en manches de chemise, avec un trou dans la tempe. Elle était perdue. Thérèse se baissa, regarda la plaie, mais une terreur l'immobilisa au-dessus du cadavre. Elle entendait Françoise, la mère de Colombelle, passer dans le corridor. D'autres bruits s'élevaient, des pas, des voix, les préparatifs d'une soirée qui devait avoir lieu le jour même. On pouvait l'appeler, la venir chercher d'une minute à l'autre. Et ce mort qui était là, cet amant qu'elle avait tué et qui lui retombait sur les épaules avec le poids écrasant de leur faute. Alors, étourdie par la clameur qui grandissait sous son crâne, elle se leva et se mit à tourner dans la chambre. Elle cherchait un trou où jeter ce corps qui maintenant lui barrait l'avenir, regardait sous les meubles, dans les coins, toute secouée du tremblement enragé de son impuissance. Non, il n'y avait pas de trou, l'alcôve n'était pas assez profonde, les armoires étaient trop étroites, la chambre entière lui refusait une aide. Et c'était là, pourtant, qu'ils avaient caché leur baiser. Il entrait avec son petit bruit de chat vicieux et partait de même. Jamais elle n'aurait cru qu'il pût devenir si lourd. Thérèse piétinait encore, battait toujours la chambre avec la folie dansante d'une bête traquée, lorsqu'elle crut avoir une inspiration. S'il jetait Colombelle par la fenêtre, mais on le trouverait, on devinerait bien d'où il était tombé. Cependant, elle avait soulevé le rideau pour regarder la rue, et tout d'un coup, elle aperçut le jeune homme d'en face, l'imbécile qui jouait de la flûte, accoudé à sa fenêtre, avec son air de chien soumis. Elle connaissait bien sa figure blême, sans cesse tournée vers elle, et dont elle était fatiguée, tant elle y lisait de tendresse lâche. La vue de Julien, si humble et si aimant, l'arrêta net. Un sourire éclaira son visage pâle. Le salut était là. L'imbécile d'en face l'aimait d'une tendresse de dogue enchaîné qui lui obéirait jusqu'au crime. D'ailleurs, elle le récompenserait de tout son cœur, de toute sa chair. Elle ne l'avait pas aimé parce qu'il était trop doux, mais elle l'aimerait. Elle l'achèterait à jamais par le don loyal de son corps s'il touchait au sang pour elle. Ses lèvres roses eurent un petit battement, comme à la saveur d'un amour épouvanté dont l'inconnu l'attirait. Alors, vivement, ainsi qu'elle aurait pris un paquet de linge, elle souleva le corps de Colombelle qu'elle porta sur le lit, puis, ouvrant la fenêtre, elle envoya des baisers à Julien. Julien marchait dans un cauchemar. Quand il reconnut Colombelle sur le lit, il ne s'étonna pas. Il trouva cela naturel et simple. Oui, Colombelle seule pouvait être au fond de cette alcôve, la tempe défoncée, les membres écartés, en une pose de luxure affreuse. Cependant Thérèse lui parlait longuement. Il n'entendait pas d'abord, les paroles coulaient dans sa stupeur avec un bruit confus. Puis il comprit qu'elle lui donnait des ordres, et il écouta. Maintenant, il fallait qu'il ne sortît plus de la chambre. Il resterait jusqu'à minuit à attendre que l'hôtel fût noir et vide. Cette soirée que donnait le marquis les empêcherait d'agir plus tôt. Mais elle offrait en somme des circonstances favorables. Elle occupait trop tout le monde pour qu'on songeât à monter chez la jeune fille. L'heure venue, Julien prendrait le cadavre sur son dos, le descendrait et l'irait jeter dans le Chanteclair, au bas de la rue Beau-Soleil.
Rien n'était plus facile à voir la tranquillité avec laquelle Thérèse expliquait tout ce plan. Elle s'arrêta, puis posant les mains sur les épaules du jeune homme, elle demanda « Vous avez compris, c'est convenu ?» Il eut un tressaillement. « Oui, oui, tout ce que vous voudrez, je vous appartiens. » Alors, très sérieuse, elle se pencha. Comme il ne comprenait pas ce qu'elle voulait, elle reprit « Embrassez-moi ». Il posa en frissonnant un baiser sur son front glacé, et tous deux gardèrent le silence. Thérèse avait de nouveau tiré les rideaux du lit. Elle se laissa tomber dans un fauteuil où elle se reposa enfin, abîmée dans l'ombre. Julien, après être resté un instant debout, s'assit également sur une chaise. Françoise n'était plus dans la pièce voisine. La maison n'envoyait que des bruits sourds. La chambre semblait dormir, peu à peu emplie de ténèbres. Pendant près d'une heure, rien ne bougea. Julien entendait contre son crâne de grands coups qui l'empêchaient de suivre un raisonnement. Il était chez Thérèse, et cela l'emplissait de félicité. Puis tout d'un coup, quand il venait à penser qu'il y avait là le cadavre d'un homme, au fond de cette alcôve dont les rideaux, en l'effleurant, lui causaient un frisson, il se sentait défaillir. Elle avait aimé cet avorton. Dieu juste, était-ce possible? Il lui pardonnait de l'avoir tué. Ce qui lui allumait le sang, c'étaient les pieds nus de Colombelle, les pieds nus de cet homme au milieu des dentelles du lit. Avec quelle joie il le jetterait dans le champ de clair au bout du pont, à un endroit profond et noir qu'il connaissait bien. Ils en seraient débarrassés tous les deux. Ils pourraient se prendre ensuite. Alors, à la pensée de ce bonheur qu'il n'osait rêver le matin, il se voyait brusquement sur le lit, à la place même où gisait le cadavre, et la place était froide, et il éprouvait une répugnance terrifiée. Renversée au fond du fauteuil, Thérèse ne remuait pas. Sur la clarté vague de la fenêtre, il voyait simplement la tache haute de son chignon. Elle restait le visage entre les mains, sans qu'il fût possible de connaître le sentiment qui l'anéantissait ainsi. Était-ce une simple détente physique, après l'horrible crise qu'elle venait de traverser? Était-ce un remords écrasé, un regret de cet amant endormi du dernier sommeil? S'occupait-elle tranquillement de mûrir son plan de salut, ou bien cachait-elle le ravage de la peur sur sa face noyée d'ombre? Il ne pouvait le deviner. La pendule sonna au milieu du grand silence. Alors Thérèse se leva lentement, alluma les bougies de sa toilette, et elle apparut dans son beau calme accoutumé, reposée et forte. Elle semblait avoir oublié le corps vautré derrière les rideaux de soie rose, allant et venant du pas tranquille d'une personne qui s'occupe dans l'intimité close de sa chambre. Puis comme elle dénouait ses cheveux, elle dit sans même se retourner « Je vais m'habiller pour cette fête. Si l'on venait, n'est-ce pas, vous vous cacheriez au fond de l'alcôve. » Il restait assis. Il la regardait. Elle le traitait déjà en amant, comme si la complicité sanglante qu'elle mettait entre eux les eût habitués l'un à l'autre dans une longue liaison. Les bras levés, elle se coiffa. Il la regardait toujours avec un frisson, tant elle était désirable, le dos nu, remuant paresseusement dans l'air ses coudes délicats et ses mains effilées qui enroulaient des boucles. Voulait-elle donc le séduire, lui montrer l'amante qu'il allait gagner afin de le rendre brave? Elle venait de se chausser lorsqu'un bruit de pas se fit entendre. « Cachez-vous dans l'alcôve, » dit-elle à voix basse. Et d'un mouvement prompt, elle jeta sur le cadavre raidi de Colombelle tout le linge qu'elle avait quitté, un linge tiède encore, parfumé de son odeur. Ce fut Françoise qui entra, en disant « On vous attend, mademoiselle. »« J'y vais, ma bonne, » répondit paisiblement Thérèse. « Tiens, tu vas m'aider à passer ma robe. » Julien, par un entrebâillement des rideaux, les apercevait toutes les deux, et il frémissait de l'audace de la jeune fille. C'est donc claqué si fort qu'il s'était pris la mâchoire dans son poing pour qu'on n'entendît pas. À côté de lui, sous la chemise de femme, il voyait pendre l'un des pieds glacés de Colombelle. Si Françoise, si la mère, avait tiré le rideau et s'était heurtée aux pieds de son enfant,
ce pied nu qui passait. « Prends garde !» répétait Thérèse. « Va doucement, tu arraches les fleurs. » Sa voix n'avait pas une émotion. Elle souriait maintenant en fille heureuse d'aller au bal. La robe était une robe de soie blanche, toute garnie de fleurs d'églantier, des fleurs blanches au cœur teinté d'une pointe rouge. Et quand elle se tint au milieu de la pièce, elle fut comme un grand bouquet d'une blancheur virginale. Ses bras nus, son cou nu continuaient la blancheur de la soie. « Oh, que vous êtes belle! Que vous êtes belle !» répétait complaisamment la vieille Françoise. « Et votre guirlande, attendez !» Elle parut chercher, porta la main au rideau comme pour regarder sur le lit. Julien faillit laisser échapper un cri d'angoisse. Mais Thérèse, sans se presser, toujours souriante devant la glace, reprit. « Elle est là, sur la commode, ma guirlande. Donne-la-moi. »« Oh, ne touche pas à mon lit, j'ai mis des affaires dessus. Tu dérangerais tout. » Françoise l'aida à poser la longue branche d'églantier qui la couronnait et dont un bout flexible lui tombait sur la nuque. Puis Thérèse resta là un instant encore, complaisamment. Elle était prête, elle se gantait. « Oh, bien !» s'écria Françoise. « Il n'y a pas de bonne vierge si blanche que vous à l'église. » Ce compliment fit de nouveau sourire la jeune fille. Elle se contempla une dernière fois et se dirigea vers la porte en disant « Allons, descendons, tu peux souffler les bougies. » Dans l'obscurité brusque qui régna, Julien entendit la porte se refermer et la robe de Thérèse s'en aller avec le frôlement de la soie le long du corridor. Il s'assit par terre, au fond de la ruelle, n'osant encore sortir de l'alcôve. La nuit profonde lui mettait un voile devant les yeux, mais il gardait près de lui la sensation de ce pied nu dont toute la pièce semblait glacée. Il était là depuis un laps de temps qui lui échappait, dans un embarras de pensées lourd comme une somnolence, lorsque la porte fut rouverte. Au petit bruit de la soie, il reconnut Thérèse. Elle ne s'avança pas, elle posa seulement quelque chose sur la commode, en murmurant « Tenez, vous ne devez pas avoir dîné. Il faut manger, entendez-vous » Le petit bruit recommença, la robe s'en alla une seconde fois, le long du corridor. Julien, secoué, se leva. Il étouffait dans l'alcôve. Il ne pouvait plus rester contre ce lit, à côté de Colombelle. La pendule sonna 8 heures. Il avait 4 heures à attendre. Alors il marcha en étouffant le bruit de ses pas. Une clarté faible, la clarté de la nuit étoilée, lui permettait de distinguer les taches sombres des meubles. Certains coins se noyaient. Seule la glace gardait un reflet éteint de vieil argent. Il n'était pas peureux d'habitude, mais dans cette chambre, des sueurs par moments lui inondaient la face. Autour de lui, les masses noires des meubles remuaient, prenaient des formes menaçantes. 3 fois, il crut entendre des soupirs sortir de l'alcôve, et il s'arrêtait, terrifié. Puis, quand il prêtait mieux l'oreille, c'étaient des bruits de fête qui montaient, un air de danse, le murmure rieur d'une foule. Il fermait les yeux, et brusquement, au lieu du trou noir de la chambre, une grande lumière éclatait, un salon flambant où il apercevait Thérèse avec sa robe pure, passer sur un rythme amoureux entre les bras d'un valseur. Tout l'hôtel vibrait d'une musique heureuse. Il était seul dans ce coin abominable, à grelotter d'épouvante. Un moment, il recula, les cheveux hérissés. Il lui semblait voir une lueur s'allumer sur un siège. Lorsqu'il osa s'approcher et toucher, il reconnut un corset de satin blanc. Il le prit, enfonça son visage dans l'étoffe assouplie par la gorge d'Amazone de la jeune fille, respira longuement son odeur pour s'étourdir. Oh, quel délice! Il voulait tout oublier. Non, ce n'était pas une veillée de mort, c'était une veillée d'amour. Il vint appuyer le front contre les vitres, en gardant aux lèvres le corset de satin, et il recommença l'histoire de son cœur. En face, de l'autre côté de la rue, il apercevait sa chambre, dont les fenêtres étaient restées ouvertes.
C'était là qu'il avait séduit Thérèse dans ses longues soirées de musique dévote. Sa flûte chantait sa tendresse, disait ses aveux, avec un tremblement de voix si doux d'amant timide que la jeune fille vaincue avait fini par sourire. Ce satin qu'il baisait était un satin à elle, un coin du satin de sa peau qu'elle lui avait laissé pour qu'il ne s'impatientât pas. Son rêve devenait si net qu'il quitta la fenêtre et courut à la porte, croyant l'entendre. Le froid de la pièce tomba sur ses épaules, et dégrisé, il se souvint. Alors une décision furieuse le prit. Oh, il n'hésitait plus, il reviendrait la nuit même. Elle était trop belle, il l'aimait trop. Quand on s'aime dans le crime, on doit s'aimer d'une passion dont les os craquent. Certes, il reviendrait, et en courant, et sans perdre une minute, aussitôt le paquet jeté à la rivière. Et fou, secoué par une crise nerveuse, il mordait le corset de satin, il roulait sa tête dans l'étoffe pour étouffer ses sanglots de désir. 10 heures sonnèrent. Il écouta. Il croyait être là depuis des années. Alors il attendit dans l'hébétement. Ayant rencontré sous sa main du pain et des fruits, il mangea debout, avidement, avec une douleur à l'estomac qu'il ne pouvait apaiser. Cela le rendrait fort, peut-être. Puis quand il eut mangé, il fut pris d'une lassitude immense. La nuit lui semblait devoir s'étendre à jamais. Dans l'hôtel, la musique lointaine se faisait plus claire. Le branle d'une danse secouait par moments le parquet. Des voitures commençaient à rouler. Et il regardait fixement la porte lorsqu'il aperçut comme une étoile dans le trou de la serrure. Il ne se cacha même pas. Tant pis si quelqu'un entrait. « Non, merci, Françoise, » dit Thérèse en paraissant avec une bougie. « Je me déshabillerai bien toute seule. Couche-toi, tu dois être fatiguée. » Elle repoussa la porte, dont elle fit glisser le verrou. Puis, elle resta un instant immobile, un doigt sur les lèvres, gardant à la main le bougeoir. La danse n'avait pas fait monter une rougeur à ses joues. Elle ne parla pas, posa le bougeoir, s'assit en face de Julien. Pendant une demi-heure encore, ils attendirent, ils se regardèrent. Les portes avaient battu, l'hôtel s'endormait. Mais ce qui inquiétait Thérèse, c'était surtout le voisinage de Françoise, cette chambre où logeait la vieille femme. Françoise marcha quelques minutes, puis son lit craqua. Elle venait de se coucher. Longtemps elle tourna entre ses draps comme prise d'insomnie. Enfin, une respiration forte et régulière vint à travers la cloison. Thérèse regardait toujours Julien, gravement. Elle ne prononça qu'un mot. « Allons », dit-elle. Ils tirèrent les rideaux. Ils voulurent habiller le cadavre du petit Colombel qui avait déjà des raideurs de pantin lugubre. Quand cette besogne fut faite, leurs tempes à tous deux étaient mouillées de sueur. « Allons », dit-elle une seconde fois. Julien, sans une hésitation, d'un seul effort, saisit le petit Colombel et le chargea sur ses épaules, comme les bouchers chargent les veaux. Il courbait son grand corps, les pieds du cadavre étaient à 1 mètre du sol. « Je marche devant vous, » murmura rapidement Thérèse. « Je vous tiens par votre paletot, vous n'aurez qu'à vous laisser guider, et avancez doucement. » Il fallait passer d'abord par la chambre de Françoise. C'était l'endroit terrible. Ils avaient traversé la pièce lorsqu'une des jambes du cadavre alla heurter une chaise. Au bruit, François se réveilla. Ils l'entendirent qui levait la tête en mâchant de sourdes paroles. Et il restait immobile, elle collée à la porte, lui écrasé sous le poids du corps, avec la peur que la mère ne les surprît charriant son fils à la rivière. Ce fut une minute d'une angoisse atroce. Puis Françoise parut se rendormir, et ils s'engagèrent dans le corridor prudemment. Mais là, une autre épouvante les attendait. La marquise n'était pas couchée. Un filet de lumière glissait par sa porte entr'ouverte. Alors ils n'osèrent plus ni avancer ni reculer. Julien sentait que le petit Colombel lui échapperait des épaules s'il était forcé de traverser une seconde fois la chambre de Françoise. Pendant près d'1 quart d'heure, ils ne bougèrent plus. Et Thérèse avait l'effroyable courage de soutenir le cadavre pour que Julien ne se fatiguât pas.
Enfin, le filet de lumière s'effaça. Ils purent gagner le rez-de-chaussée. Ils étaient sauvés. Ce fut Thérèse qui entrebâilla de nouveau l'ancienne porte cochère condamnée. Et quand Julien se trouva au milieu de la place des 4 femmes avec son fardeau, il l'aperçut debout en haut du perron, les bras nus, toute blanche dans sa robe de bal. Elle l'attendait. Julien était d'une force de taureau. Tout jeune, dans la forêt voisine de son village, il s'amusait à aider les bûcherons. Il chargeait des troncs d'arbres sur son échine d'enfant. Aussi portait-il le petit colombelle, aussi légèrement qu'une plume. C'était un oiseau sur son cou, ce cadavre d'avorton. Il le sentait à peine. Il était pris d'une joie mauvaise à le trouver si peu lourd, si mince, si rien du tout. Le petit colombelle ne ricanerait plus en passant sous sa fenêtre, les jours où il jouerait de la flûte. Il ne le criblerait plus de ses plaisanteries dans la ville. Et à la pensée qu'il tenait là un rival heureux, raide et froid, Julien éprouvait le long des reins un frémissement de satisfaction. Il le remontait sur sa nuque d'un coup d'épaule, il serrait les dents et hâtait le pas. La ville était noire. Cependant, il y avait de la lumière sur la place des 4 femmes, à la fenêtre du capitaine Pidou. Sans doute le capitaine se trouvait indisposé. On voyait le profil élargi de son ventre aller et venir derrière les rideaux. Julien, inquiet, filait le long des maisons d'en face, lorsqu'une légère toux le glaça. Il s'arrêta dans le creux d'une porte. Il reconnut la femme du notaire Savournin qui prenait l'air, en regardant les étoiles avec de gros soupirs. C'était une fatalité. D'ordinaire, à cette heure, la place des 4 femmes dormait d'un sommeil profond. Madame Savournin, heureusement, alla retrouver enfin sur l'oreiller Monsieur Savournin, dont les ronflements sonores s'entendaient du pavé par la fenêtre ouverte. Et quand cette fenêtre fut refermée, Julien traversa vivement la place, en guettant toujours le profil tourmenté et dansant du capitaine Pidou. Pourtant il se rassura dans l'étranglement de la rue Beau-Soleil. Là les maisons étaient si rapprochées, la pente du pavé si tortueuse, que la clarté des étoiles ne descendait pas au fond de ce boyau, où semblait s'alourdir une coulée d'ombre. Dès qu'il se vit ainsi abrité, une irrésistible envie de courir l'emporta brusquement dans un galop furieux. C'était dangereux et stupide. Il en avait la conscience très nette, mais il ne pouvait s'empêcher de galoper. Il sentait encore derrière lui le carré vide et clair de la place des 4 femmes, avec les fenêtres de la notaresse et du capitaine, allumées comme 2 grands yeux qui le regardaient. Ses souliers faisaient sur le pavé un tapage tel qu'il se croyait poursuivi. Puis tout d'un coup, il s'arrêta. À 30 mètres, il venait d'entendre les voix des officiers de la table d'hôte qu'une veuve blonde tenait rue Beau-Soleil. Ces messieurs devaient s'être offert un punch pour fêter la permutation de quelques camarades. Le jeune homme se disait que s'il remontait la rue, il était perdu. Aucune rue latérale ne lui permettait de fuir, et il n'aurait certainement pas le temps de retourner en arrière. Il écoutait la cadence des bottes et le léger cliquetis des épées, pris d'une anxiété qui l'étranglait. Pendant un instant, il ne put se rendre compte si les bruits se rapprochaient ou s'éloignaient. Mais ces bruits, lentement, s'affaiblirent. Il attendit encore, puis il se décida à continuer sa marche en étouffant ses pas. Il aurait marché pieds nus s'il avait osé prendre le temps de se déchausser. Enfin, Julien déboucha devant la porte de la ville. On ne trouve là ni octroi ni poste d'aucune sorte. Il pouvait donc passer librement. Mais le brusque élargissement de la campagne le terrifia au sortir de l'étroite rue Beau-Soleil. La campagne était toute bleue, d'un bleu très doux. Une haleine fraîche soufflait, et il lui sembla qu'une foule immense l'attendait et lui envoyait son souffle au visage. On le voyait, un cri formidable allait s'élever le clouer sur place. Cependant le pont était là. Il distinguait la route blanche, les 2 parapets, bas et gris comme des bancs de granit. Il entendait la petite musique cristalline du chanteclair dans les hautes herbes. Alors, il se hasarda. Il marcha courbé, évitant les espaces libres, craignant d'être aperçu des 1000 témoins muets qui sentaient autour de lui. Le passage le plus effrayant était le pont lui-même,
sur lequel il se trouverait à découvert en face de toute la ville bâtie en amphithéâtre. Et il voulait aller au bout du pont, à l'endroit où il s'asseyait d'habitude, les jambes pendantes pour respirer la fraîcheur des belles soirées. Le Chanteclair avait dans un grand trou une nappe dormante et noire, creusée de petites fossettes rapides par la tempête intérieure d'un violent tourbillon. Que de fois il s'était amusé à lancer des pierres dans cette nappe pour mesurer, au bouillon de l'eau, la profondeur du trou. Il eut une dernière tension de volonté. Il traversa le pont. Oui, c'était bien là. Julien reconnaissait la dalle polie par ses longues stations. Il se pencha. Il vit la nappe avec les fossettes rapides qui dessinaient des sourires. C'était là, et il se déchargea sur le parapet. Avant de jeter le petit Colombel, il avait un irrésistible besoin de le regarder une dernière fois. Les yeux de tous les bourgeois de la ville, ouverts sur lui, ne l'auraient pas empêché de se satisfaire. Il resta quelques secondes face à face avec le cadavre. Le trou de la tempe avait noirci. Une charrette, au loin dans la campagne endormie, faisait un bruit de gros sanglots. Alors Julien se hâta. Et pour éviter un plongeon trop bruyant, il reprit le corps, l'accompagna dans sa chute. Mais il ne sut comment, les bras du mort se nouèrent autour de son cou, si rudement qu'il fut entraîné lui-même. Il se rattrapa par miracle à une saillie. Le petit Colombel avait voulu l'emmener. Lorsqu'il se retrouva assis sur la dalle, il fut pris d'une faiblesse. Il demeurait là, brisé, l'échine pliée, les jambes pendantes, dans l'attitude molle de promeneur fatigué qu'il y avait eu si souvent. Et il contemplait la nappe dormante où reparaissaient les rieuses fossettes. Cela était certain, le petit Colombel avait voulu l'emmener. Il l'avait serré au cou, tout mort qu'il était. Mais rien de ces choses n'existait plus. Il respirait largement l'odeur fraîche de la campagne. Il suivait des yeux le reflet d'argent de la rivière entre les ombres veloutées des arbres. Et ce coin de nature lui semblait comme une promesse de paix, de bercement sans fin, dans une jouissance discrète et cachée. Puis il se rappela Thérèse. Elle l'attendait, il en était sûr. Il la voyait toujours, en haut du perron miné, sur le seuil de la porte dont la mousse mangeait le bois. Elle restait toute droite avec sa robe de soie blanche, garnie de fleurs d'églantier, au cœur teinté d'une pointe de rouge. Peut-être pourtant le froid l'avait-il prise. Alors elle devait être remontée l'attendre dans sa chambre. Elle avait laissé la porte ouverte, elle s'était mise au lit comme une mariée le soir des noces. Ah, quelle douceur! Jamais une femme ne l'avait attendue ainsi. Encore une minute, il serait au rendez-vous promis. Mais ses jambes s'engourdissaient, il craignait de s'endormir. Était-il donc un lâche? Et pour se secouer, il évoquait Thérèse à sa toilette lorsqu'elle avait laissé tomber ses vêtements. Il la revoyait les bras levés, la gorge tendue, agitant en l'air ses coudes délicats et ses mains pâles. Il se fouettait de ses souvenirs, de l'odeur qu'elle exhalait, de sa peau souple, de cette chambre d'épouvantable volupté où il avait bu une ivresse folle. Est-ce qu'il allait renoncer à toute cette passion offerte dont il avait un avant-goût qui lui bilait les lèvres? Non, il se traînerait plutôt sur les genoux si ses jambes refusaient de le porter. Mais c'était là une bataille perdue déjà, dans laquelle son amour vaincu achevait d'agoniser. Il n'avait plus qu'un besoin irrésistible, celui de dormir, dormir toujours. L'image de Thérèse pâlissait, un grand mur noir montait qui le séparait d'elle. Maintenant, il ne lui aurait pas effleuré du doigt une épaule sans en mourir. Son désir expirant avait une odeur de cadavre. Cela devenait impossible. Le plafond se serait écroulé sur leur tête s'il était rentré dans la chambre
ou s'il avait pris cette fille contre sa chair. Dormir, dormir toujours, que cela devait être bon quand on n'avait plus rien en soi qui valût le plaisir de veiller. Il n'irait plus le lendemain à la poste, c'était inutile. Il ne jouerait plus de la flûte, il ne se mettrait plus à la fenêtre. Alors, pourquoi ne pas dormir tout le temps? Son existence était finie, il pouvait se coucher. Et il regardait de nouveau la rivière, en tâchant de voir si le petit Colombel se trouvait encore là. Colombel était un garçon plein d'intelligence. Il savait pour sûr ce qu'il faisait quand il avait voulu l'emmener. La nappe s'étalait, trouée par les rires rapides de ses tourbillons. Le Chanteclair prenait une douceur musicale, tandis que la campagne avait un élargissement d'ombre d'une paix souveraine. Julien balbutia 3 fois le nom de Thérèse, puis il se laissa tomber, rouler sur lui-même comme un paquet avec un grand rejaillissement d'écume. Et le Chanteclair reprit sa chanson dans les herbes. Lorsqu'on retrouva les 2 corps, on crut à une bataille, on inventa une histoire. Julien devait avoir guetté le petit Colombel pour se venger de ses moqueries, et il s'était jeté dans la rivière après l'avoir tué d'un coup de pierre à la tempe. 3 mois plus tard, mademoiselle Thérèse de Marsanne épousait le jeune comte de Vinteuil. Elle était en robe blanche, elle avait un beau visage calme, d'une pureté hautaine, hautaine.